En Belgique, il y a un système qui bloque des centaines de milliers de personnes dans l'inactivité. On pourrait appeler ça le bore-out social institutionnalisé. C'est une sorte de machine à exclure, mais face à elle, des mouvements citoyens super créatifs inventent des moyens de la hacker. Allez, on plonge ensemble pour décrypter comment ça fonctionne. Tout commence avec ce chiffre. Franchement, il donne le vertige. Près de 980 000 personnes. C'est le nombre de gens qui, en Belgique, sont coincés dans ce qu'on appelle le piège institutionnel. Imaginez, tout un vivier de compétences, de potentiel, complètement mis sur la touche. Alors, voilà le programme de notre analyse. D'abord, on va décortiquer ce fameux piège systémique. Ensuite, on va regarder son coût, humain et financier. Puis, on explorera les solutions, des plus humaines aux plus, disons, subversives. Et on terminera sur le but ultime de tout ça, redonner aux gens le pouvoir d'agir. Bon, on entre dans le vif du sujet, le piège institutionnel. C'est un concept un peu fou. C'est un système qui, par sa propre construction, décourage les gens de prendre des initiatives. Un paradoxe complet. C'est là que ça devient vraiment absurde. On parle du double piège. L'idée, c'est que le système pénalise financièrement les personnes qui essayent de s'en sortir. Reprendre un petit boulot, par exemple, peut coûter plus cher que de ne rien faire du tout. C'est un cercle vicieux terrible. Et là, le dilemme est juste criant. D'un côté, si on agit, on risque de tout perdre. Statut, aide. De l'autre, si on reste inactif, on s'enfonce dans la précarité, avec une pression constante sur les épaules. C'est un peu le choix entre la peste et le choléra. Dans tous les cas, pour la personne, le système est perdant. Maintenant, changeons d'échelle, parce qu'on ne parle pas de quelques cas isolés, On parle d'un vrai phénomène de masse, avec un coût humain et financier absolument colossal. Quand on regarde les chiffres de plus près, sur près d'1 million de personnes, plus de la moitié sont en incapacité de travail de longue durée. Après, on a les chômeurs, puis les bénéficiaires du revenu d'intégration. Autant de vies, de compétences mises en pause. Et le coût direct pour l'État belge, attention, ça pique. Entre 21 et 24 milliards d'euros. Par an. C'est le prix de cette énorme défaillance du système. Une somme qui, imaginez, pourrait être investie ailleurs, dans la transition sociale, écologique. Mais le plus inquiétant, c'est la tendance. Le nombre de personnes en invalidité a littéralement explosé, de 65% en 10 ans. C'est le symptôme flagrant d'un système qui est à bout de souffle et qui produit de plus en plus d'exclusion. Bon, le constat est lourd, c'est clair. Mais face à ça, des solutions apparaissent. Et la première réponse, la plus essentielle, elle se concentre sur l'humain. Il s'agit de reconstruire du lien social grâce à ce qu'on appelle les lieux de lien. Et leur rôle est vraiment unique. À la différence des services de santé mentale ou des centres de jour, ces lieux de lien sont des espaces ouverts à tout le monde, très accessibles. Le but, ce n'est pas de soigner, mais de connecter les gens entre eux. En fait, ils agissent en amont pour éviter que les gens ne s'isolent. L'impact, il se voit dans des choses toutes simples, comme cette anecdote. Recréer du lien, ça peut juste vouloir dire permettre à des gens de ne plus rentrer seuls à la maison. Et ça, c'est la base de tout le reste. On passe maintenant à la deuxième étape de la réponse. Et là, c'est plus radical. On parle de collectifs qui ne se contentent plus de mettre des pansements sur les plaies, mais qui essayent carrément de hacker la logique du piège institutionnel. Leur stratégie principale, c'est ce qu'on appelle le mimétisme subversif. L'idée est géniale. On adopte les codes, le langage des institutions pour les retourner contre elles, pour les rendre plus compréhensibles et donc pour pouvoir les contester. Le jeu sérieux. Nixo en est un exemple parfait. Il transforme un règlement communal en grimoire à déchiffrer ou une subvention en source d'énergie. Ça désacralise complètement la bureaucratie. Ça la rend accessible, presque ludique, et ça permet à n'importe qui de se l'approprier. L'autre hack majeur, c'est l'économie contributive provisionnée ou ECP. C'est une proposition de transformation sociale qui s'attaque vraiment au cœur du problème, au fameux double piège. Et le mécanisme est d'une simplicité redoutable. C'est simple, on contribue à un projet, la valeur de cette contribution est mise de côté sur un compte et on peut y accéder plus tard. Le point crucial, c'est qu'enfin, la contribution est déconnectée de la sanction. On peut aider sans être pénalisé. Cette phrase, elle résume toute la philosophie de l'ECP. Elle dit que toute contribution a de la valeur, peu importe le statut administratif de la personne qui l'a fait. C'est un changement de paradigme complet. Et on arrive au but final de toutes ces initiatives. Parce qu'au-delà de l'emploi, il s'agit de restaurer quelque chose de bien plus fondamental, ce qu'on appelle le pouvoir d'agir.
Développer le pouvoir d'agir, ce n'est pas juste activer les gens pour les remettre au travail. Non, c'est leur donner les outils pour comprendre le monde, pour coopérer, pour avoir confiance en leur capacité à changer les choses autour d'eux. C'est passer d'un statut de consommateur passif à celui de co-créateur de la société. Cette philosophie est juste essentielle. L'outil, ce n'est pas une fin en soi. Le but du jeu, c'est de devenir inutile. Pourquoi ? Parce que les joueurs, à la fin, sont devenus assez autonomes, assez puissants pour agir sans lui. Finalement, on voit bien que l'enjeu dépasse la question individuelle. Ces projets, ils cherchent à reconstruire du collectif face à l'individualisme, à fournir des bras et des cerveaux pour la transition écologique et sociale, et en quelque sorte à compléter un État-providence qui a un peu atteint ses limites. Et tout ça, ça nous amène à une question de fond. Ces initiatives nous forcent à nous demander ce qui a vraiment de la valeur. Est-ce que c'est la croissance économique à tout prix, le PIB, ou est-ce que c'est la capacité d'une société à reconnaître, à valoriser et surtout à libérer le potentiel de chacun de ses membres ? La réponse à cette question pourrait bien dessiner le futur de notre modèle social. Imaginez un instant que la participation citoyenne, c'est comme un système d'exploitation. C'est le logiciel qui fait tourner nos démocraties. Le souci, c'est que ce système, il a l'air d'avoir sérieusement besoin d'une mise à jour. Alors, ça nous amène à la question de fond. Et si on pouvait, en quelque sorte, jouer à la démocratie pour la rendre meilleure ? Est-ce que c'est possible d'utiliser les règles du jeu pour réengager tout le monde et réparer les bugs de notre système actuel ? C'est une idée un peu folle qui mélange innovation civique et ce qu'on appelle la gamification. Bon, alors on va entrer dans le vif du sujet. Parce qu'avant d'installer une nouvelle version, il faut bien comprendre pourquoi l'ancienne ne fonctionne plus très bien. Et le diagnostic, il est assez clair, une mise à jour est requise et c'est plutôt urgent. Le premier signe que quelque chose cloche sérieusement, c'est le coût. Accrochez-vous bien, 15,5 milliards d'euros par an. Rien qu'en Belgique. Ce chiffre, il est astronomique et c'est le coût direct de l'inaction. Ce sont les allocations pour l'incapacité de travail, le chômage, l'intégration. Bref, c'est le prix qu'on paie collectivement quand on met des gens sur la touche. Et bien sûr, derrière ce chiffre énorme, il y a des gens. On parle de plus de 700 000 personnes qui se retrouvent un peu en marge du circuit classique. Attention, ça ne veut pas dire qu'elles ne font rien, loin de là. Beaucoup sont des bénévoles, des aidants proches, mais le système actuel les enferme dans une position de dépendance et d'isolement. Et voilà, on arrive au cœur du problème. Le système actuel, il nous formate un peu comme des citoyens consommateurs, c'est-à-dire passifs, souvent isolés, et on subit la complexité des décisions qui sont prises pour nous. La mise à jour qui est proposée, elle vise à nous transformer en citoyens acteurs, des gens actifs, connectés, qui participent à la création des solutions pour leur propre vie. Pour faire cette bascule, pour passer de consommateur à acteur, il faut d'abord, en quelque sorte, installer un nouveau logiciel mental. Et ce nouveau logiciel, c'est le concept d'intelligence citoyenne. Alors, l'intelligence citoyenne, qu'est-ce que c'est exactement ? C'est l'art de prendre des données publiques, souvent brutes et complexes, et de les transformer en savoir utile pour pouvoir agir ensemble. Pour ça, on utilise des techniques d'enquête en sources ouvertes, ce qu'on appelle l'OSINT. En gros, c'est un peu la démocratisation de l'information stratégique. Et ce processus, on peut le voir comme une sorte d'échelle. Tout en bas, on a les données, des faits, des chiffres bruts. On leur donne un contexte, et hop, ça devient de l'information. Ensuite, on tisse des liens entre ces infos, on comprend le tableau d'ensemble et ça devient de la connaissance. Et au sommet, quand on utilise cette connaissance pour bien agir, on atteint la sagesse. Maintenant que la théorie est posée, voyons comment tout ça peut devenir bien réel, bien concret. Et pour ça, on va regarder une application qui change vraiment la donne, le projet Nixo. Le moteur de NYXO, c'est un principe absolument fascinant. Le réalisme magique bienveillant. Alors attention, le but n'est pas du tout de tromper les gens. C'est plutôt une sorte de distorsion pédagogique. On utilise un vocabulaire symbolique, un peu magique, pour que des systèmes hyper complexes deviennent soudainement clairs et accessibles. Prenons quelques exemples pour que ce soit plus clair. Un règlement communal, un truc super rébarbatif, non ? Dans le jeu, ça devient un grimoire à déchiffrer. C'est tout de suite plus sympa. Une subvention publique, c'est une source d'énergie à capter. L'organigramme d'un service public, c'est une constellation à cartographier. On voit bien comment ce changement de langage rend les choses beaucoup moins intimidantes. Alors, comment ça marche dans le jeu ? C'est assez simple. Ça se passe en 3 grandes étapes. D'abord, l'exploration. On collecte des infos, on analyse, on essaye de comprendre ce qui nous entoure.
Ensuite, l'interaction. On prend contact avec d'autres personnes, d'autres organisations. Et enfin, la transformation. On utilise tout ça pour produire quelque chose de concret, d'utile. Et ce qui est vraiment brillant dans ce concept, c'est que l'impact se joue à deux niveaux. D'un côté, les citoyens développent leur esprit critique, apprennent à coopérer et sentent leur pouvoir d'agir augmenter. De l'autre, les associations qui participent améliorent leur fonctionnement, deviennent plus solides et attirent de nouvelles personnes. C'est un vrai cercle vertueux. Les actions des uns nourrissent les autres. Mais attention, il ne faut pas voir Nixo comme un petit projet dans son coin. Non, non, c'est en réalité une pièce d'un puzzle bien plus grand, une vision d'ensemble. Cette grande vision, c'est une plateforme qui s'appelle Agis. Il faut imaginer une sorte de boîte à outils civique géante. À l'intérieur, on retrouverait NYSINO, bien sûr, mais aussi plein d'autres outils. Un pour la cartographie politique, d'autres pour l'enquête citoyenne, la gestion de contacts, la mobilisation de talents. L'idée, c'est de faire en sorte que tous ces outils puissent fonctionner ensemble. Le message clé derrière tout ça, c'est de passer de petites expérimentations isolées à une véritable force collective, interconnectée. Ces outils ne sont pas juste des gadgets, ce sont les fondations d'une nouvelle infrastructure pour l'action citoyenne. Évidemment, quand on parle d'outils aussi puissants, la question de l'éthique est cruciale. La base de tout, le code source du projet, si on veut, c'est la confiance. Et elle doit être inscrite noir sur blanc. Et cette confiance, elle repose sur des principes qui ne sont pas négociables. Par exemple, la participation est toujours libre et volontaire. La bienveillance, elle, doit être active. On est là pour augmenter le pouvoir d'agir de chacun, pas pour exploiter qui que ce soit. Le réalisme magique, on l'a vu, sert à comprendre, jamais à manipuler. Et bien sûr, l'inclusion et l'accessibilité sont des priorités absolues. C'est ce cadre qui garantit que le pouvoir reste bien entre les mains des participants. On termine avec cette citation de la charte qui, je trouve, résume toute la philosophie du projet. Nixo est un espace de jeu sérieux qui existe pour rendre les autres plus autonomes que lui. L'objectif n'est donc pas de créer une dépendance à l'outil, mais tout l'inverse, c'est de donner les clés pour pouvoir s'en passer. Une pensée vraiment puissante, qui pose une question fondamentale. La technologie civique est-elle un but en soi ou juste un moyen pour nous rendre au final plus autonomes collectivement ? Et si un jeu pouvait, à lui seul, réparer une des plus grosses failles de notre système social? C'est la promesse un peu folle d'un projet qui a démarré dans les rues de Bruxelles avant de dévoiler une ambition bien plus grande. Bienvenue dans l'histoire de NXO. Il existe des lieux où les choses se passent sans faire de bruit. Cette phrase, c'est la toute première pièce du puzzle. Elle nous parle de ces réseaux invisibles, de ces liens entre les gens qui font vraiment vivre un quartier, souvent bien loin des radars officiels. C'est précisément là que notre histoire commence. Alors imaginez un peu le tableau. En plein cœur de Bruxelles, un projet pour le moins étrange fait son apparition. Son nom, NYXO. Ce n'est pas une nouvelle application, pas un service public, non, c'est un jeu. Un jeu qui se décrit lui-même comme une expérience de réalisme magique. L'idée, en gros, tordre un tout petit peu la réalité pour nous forcer à mieux la regarder. Ce genre de jeu, ça a un nom. C'est un jeu en réalité alternée, ou ARG pour les intimes. Oubliez votre console, oubliez votre canapé. Ici, le terrain de jeu, c'est la ville, c'est la vraie vie. Un message sur un mur, une discussion avec le boulanger, un événement dans une asso de quartier, tout, absolument tout, peut devenir un indice. Les joueurs deviennent une sorte d'équipe de détectives qui collaborent pour résoudre un grand mystère. Mais attention, NYXO est bien plus qu'un simple divertissement. Son ambition, c'est de révéler ce qu'il appelle le système nerveux d'un quartier, tous ces liens invisibles entre les habitants, les commerçants, les assos. Le but final, que la participation citoyenne ne soit plus un truc qu'on fait une fois de temps en temps, mais une vraie coopération de tous les jours. Et c'est là que ça devient vraiment fascinant. Ce jeu, Nixo, n'est en fait que la porte d'entrée, la partie visible de l'iceberg. Derrière, on découvre tout un écosystème numérique, une architecture super complexe, pensée non pas juste pour jouer, mais pour observer, analyser et peut-être même pour construire un contre-pouvoir. Et cet écosystème a deux visages, un peu comme Dr Jekyll et Mr Hyde. D'un côté, on a une fausse boîte de consulting complètement satirique qui se moque ouvertement du jargon des entreprises avec des offres ridicules. Et de l'autre, un portail très sérieux, OFI.eu, qui est là pour la transparence et l'autonomie des citoyens. C'est le yin et le yang du projet, l'humour pour critiquer et des outils concrets pour construire.
Et ça ne s'arrête pas là. Cette constellation est immense. On y trouve des outils pour décortiquer la violence systémique, un labo pour penser le futur de Bruxelles, et même un projet pour qu'on se réapproprie l'intelligence artificielle. Une des techniques les plus dingues, c'est le lead-dexing. En gros, c'est utiliser les techniques de marketing non pas pour vendre un produit, mais pour surveiller les élites, pour voir comment elles réagissent. C'est une véritable boîte à outils de hacking citoyen. Bon, là, on est obligé de se poser la question. Mais pourquoi ? Pourquoi construire un labyrinthe pareil ? Pourquoi créer cette architecture numérique si complexe, si obsessionnelle ? Il doit y avoir une raison. Une motivation bien plus profonde que juste l'amour de la technologie. Et cette raison, la voilà. Elle n'est pas technique, elle est profondément humaine. Toute cette construction, tout ce système, c'est en fait une réponse à un problème immense et trop souvent invisible. Le chiffre qui explique tout, il est là. 978 000. C'est le nombre de personnes en Belgique qui sont littéralement piégées dans les systèmes d'aide sociale. Des gens qui dépendent d'allocations pour vivre et qui sont souvent bloqués dans une impasse sans aucune vraie perspective de s'en sortir. Et derrière ce chiffre global, il y a des situations très différentes. L'incapacité de travail, le chômage de longue durée, le revenu d'intégration. Le coût humain est énorme. Et le coût financier ? Il est juste vertigineux, 21 milliards d'euros par an. On a un système qui dépense une fortune pour maintenir les gens dans l'inactivité. C'est un gaspillage monumental de talent, d'énergie et de ressources. Face à ce constat complètement absurde, le créateur de tout cet univers n'a pas seulement critiqué, il a bâti une solution. Un plan pour changer radicalement les règles du jeu. Et ça s'appelle l'économie contributive provisionnée, ou ECP. Alors, comment ça marche le CPI ? L'idée est aussi simple que révolutionnaire. On permet à une personne qui touche des aides de contribuer à des projets utiles pour la société. Son travail crée de la valeur, et cette valeur, on la met de côté, on la provisionne. Pourquoi ? Pour la protéger, pour qu'elle puisse s'investir, se sentir utile, sans avoir la peur au ventre de perdre ses droits sociaux. C'est la fin du piège. Le modèle repose sur 4 étapes super logiques. D'abord, on reconnaît enfin le travail qui est fait. Ensuite, on valorise ce travail avec de l'argent qu'on met de côté. Troisièmement, et c'est le point crucial, on protège les droits sociaux. Et enfin, on verse cet argent plus tard, une fois que la situation de la personne est plus stable. C'est un vrai tremplin, pas un piège. Et l'impact financier potentiel, il est spectaculaire. Le modèle pourrait créer 300 millions d'euros de valeur pour la société et en même temps faire économiser 140 millions à l'État. Tout ça pour un coût estimé à 50 millions. Le calcul est vite fait, on transforme une dépense sociale passive en un investissement humain qui rapporte à tout le monde. Mais alors, qui est derrière tout ça ? Qui a bien pu imaginer une architecture aussi folle ? Ce n'est pas un think tank, pas une administration. C'est une seule personne. Et son histoire personnelle, c'est la clé qui permet de tout comprendre. Cette citation, elle résume son propre vécu. Le piège absurde dont il était prisonnier. Avoir des compétences, de l'énergie à revendre, mais être totalement bloqué. S'il travaillait, il perdait ses droits. S'il ne faisait rien, il perdait son estime de lui-même. C'est de cette souffrance personnelle qu'est née cette quête acharnée d'une solution qui pourrait servir à tout le monde. Pour ne pas sombrer, il s'est mis au travail. Seul. Il a développé une plateforme logicielle incroyablement complète qu'il a baptisée Aegis, un CRM, un outil de recrutement, une plateforme d'analyse politique et bien sûr, le moteur du jeu, Nixo. Imaginez, toute cette compétence, toute cette énergie était considérée comme inactive par le système. Il a dû construire ses propres outils juste pour prouver que le système avait tort. Et tout ce travail repose sur une philosophie radicale qui est parfaitement résumée par cette phrase. Le but, ce n'est pas de créer un nouveau système qui rendrait les gens dépendants. Le but, c'est de s'effacer. Le succès ultime de Nixo et de tout cet écosystème, ce serait de devenir inutile, de rendre les gens assez autonomes pour qu'ils n'en aient tout simplement plus besoin. Et ça pose une question puissante. Est-ce qu'une véritable aide, finalement, n'est pas celle qui travaille à sa propre disparition ? On a parfois ce sentiment d'être un peu noyé sous les discours officiels, les voix des institutions, des médias très produits qui semblent nous parler de très haut. Mais, et si on pouvait retourner un peu la table ? S'il était possible d'utiliser les outils des puissants, mais à notre propre manière, pour nos propres objectifs ? Voilà. Cette phrase du philosophe Michel de Certeau, c'est la clé de tout. C'est l'idée centrale de ce qu'on va explorer ensemble. L'idée que, même sans posséder les règles du jeu, ni même le terrain, on peut y jouer. Et y jouer de façon créative, maligne, un peu rebelle. C'est ça, le cœur des médias tactiques. Alors pour bien comprendre ce concept, on va faire un petit voyage. On va partir d'une théorie des médias née dans les années 90, puis on fera un détour surprenant par le site web d'une commune belge avant de plonger dans les coulisses techniques d'Internet.
Le but, c'est de voir comment cette vieille idée de média tactique est en fait toujours aussi pertinente aujourd'hui. Pour commencer, il faut se remettre dans le contexte. On est au milieu des années 90, les caméscopes deviennent enfin accessibles, les premiers ordi perso commencent à se connecter à un Internet qui est encore une sorte de Far West numérique pas très régulé. Et pour pas mal d'artistes et d'activistes, c'est une occasion en or. Un tout nouveau terrain de jeu s'ouvre à eux, une nouvelle manière de faire entendre leur voix. Et ça nous amène à cette définition, qui vient d'un texte fondateur, l'ABC des médias tactiques. Le point qui est absolument crucial ici, c'est que ces médias ne sont jamais neutres. Ils ne font pas que rapporter une information, non, ils y participent, ils interviennent. C'est à la fois leur force et leur signature. Pour vraiment saisir ce qui fait le sel des médias tactiques, il faut comprendre une opposition fondamentale, théorisée par Michel de Certeau. C'est la différence entre deux façons d'agir dans le monde, la tactique et la stratégie. C'est ce duel qui donne son nom à tout ce mouvement. Le contraste est assez parlant. D'un côté, il y a la stratégie. C'est le pouvoir de l'institution, du propriétaire terrien. Elle a son propre territoire, son lieu propre, un peu comme un château fort depuis lequel elle peut tout planifier, tout voir venir. Et de l'autre côté, il y a la tactique. C'est l'art du faible, du nomade, du braconnier. Elle n'a pas de base à elle. Elle opère sur le terrain de l'autre en utilisant la ruse, la vitesse pour saisir une opportunité au vol. Bon, assez de théorie. Voyons à quoi ça ressemble cet espace stratégique dans la vie de tous les jours. Et pour ça, on va prendre un exemple qui peut paraître un peu banal, mais qui est parfait, le site internet de la commune d'Odergem à Bruxelles. C'est l'exemple type d'un espace numérique conçu par une institution pour les besoins de cette institution. Quand on regarde cette structure, c'est limpide. C'est une véritable forteresse administrative. Chaque interaction qu'on peut avoir avec la commune est soigneusement rangée dans une case. État civil, taxes, urbanisme. L'espace est quadrillé, contrôlé. C'est la définition parfaite d'un lieu propre, stratégique. Mais même dans une forteresse aussi bien rangée, si on y regarde d'un peu plus près, on peut trouver des choses inattendues, des petites failles. Par exemple, allons voir dans l'agenda des événements. Tiens, une entrée pour un spectacle, le Petit Chaperon Rouge. Et voilà, juste en dessous du titre en néerlandais, on trouve ce petit message « Désolé, nous ne disposons pas de la traduction en français ». Et ce message, il revient sans arrêt sur la page. Pour une ville comme Bruxelles, qui est officiellement bilingue, ce n'est pas juste un oubli technique. C'est une friction, c'est une barrière invisible qui montre que l'espace stratégique n'est peut-être pas aussi lisse et parfait qu'il en a l'air. Et ça nous amène à la question centrale pour quiconque utilise une approche tactique. Face à ces structures qui semblent si rigides, face à ces murs invisibles, comment on fait? Comment est-ce qu'on navigue? Comment est-ce qu'on agit dans un espace qui, de toute évidence, n'a pas été pensé pour tout le monde? Cette idée d'agir dans l'espace de l'autre ne se limite pas aux sites web et aux interfaces qu'on voit. Maintenant, on va plonger beaucoup plus profondément dans un espace stratégique bien plus caché. L'infrastructure technique qui sert à sécuriser une bonne partie d'Internet. Et c'est un endroit où, paradoxalement, la recherche absolue de contrôle a ouvert des portes tactiques assez incroyables. Bienvenue dans le monde de la transparence des certificats, ou CT. C'est un système qui a été mis en place par les géants du web pour mettre de l'ordre et de la sécurité. En gros, chaque fois qu'un site veut le petit cadenas vert HTTPS pour prouver qu'il est légitime, il doit enregistrer son certificat dans des registres publics. C'est un système stratégique par excellence. Mais le mot-clé, le mot magique ici, c'est public. Le fonctionnement est assez direct. Une entreprise demande un certificat de sécurité. Ce certificat est automatiquement envoyé à des serveurs indépendants qu'on appelle les logs. Et ensuite, des sites comme crt.sh passent leur temps à aspirer les données de ces logs pour les rendre consultables. Le résultat, une action qui se voulait privée, entre une entreprise et une autorité, devient une information publique que n'importe qui peut aller fouiller. Et cette citation, elle est géniale. Elle vient d'un forum d'aide et elle montre parfaitement le point de vue de l'utilisateur. Cet espace stratégique, si bien organisé sur le papier, a en fait ses propres délais, ses petites bizarreries. Il y a de l'humour, de l'incertitude. On n'est plus le producteur qui contrôle tout. On est l'usager qui apprend les ruses du système, qui attend et qui parfois s'imagine que des monstres lézards vont débarquer. Bon, après cet optimisme des années 90 et ces exemples de braconnage numérique, il faut quand même aborder une vision plus critique. Est-ce que cette idée de média tactique a encore un sens aujourd'hui? Dans un monde où les grands systèmes de pouvoir semblent plus concentrés et plus puissants que jamais? Cette image qui vient du collectif Critical Art Ensemble donne tout de suite le ton. Elle est faite pour nous submerger, avec cette liste infinie de menaces qui sature complètement le regard. C'est le point de départ de leur critique. Face à des systèmes d'une telle ampleur, que peuvent vraiment faire de petites actions isolées? Le Critical Art Ensemble met le doigt là où ça fait mal, en revenant à la définition de De Certeau. Ceux qui pratiquent la tactique n'ont pas de base, pas de lieu propre. Ils sont toujours en train de réagir à quelque chose. Leur critique est assez directe et pose une question fondamentale. Si on ne peut jamais passer de la tactique à la stratégie, est-ce que toutes ces actions ne sont finalement qu'un peu de bruit de fond, sans véritable impact? Mais
Et si ce dilemme est en fait un faux problème? Et si le but des médias techniques n'avait jamais été de remporter une victoire finale? Si la vraie valeur se trouvait ailleurs, non pas dans le résultat, mais dans le geste lui-même? Cette phrase d'Antonio Gramsci résume cette posture à la perfection. Le pessimisme de l'intelligence, c'est être lucide. C'est comprendre que le rapport de force est totalement déséquilibré, que les chances de gagner sont infimes. Et l'optimisme de la volonté, eh bien c'est la décision d'agir quand même, de ne pas se laisser paralyser par cette lucidité. On arrive ici au point crucial. Le but, ce n'est pas de faire tomber la forteresse, c'est de refuser d'être entièrement défini par ces murs. C'est de trouver, de créer des petits espaces d'action, d'expression, même minuscules. C'est un refus de la passivité. C'est de l'affirmation constante qu'on existe en tant que sujet et pas seulement en tant qu'objet du système. Et tout ça, ça nous ramène à ce que le manifeste original appelait une esthétique existentielle. L'art de la tactique, c'est l'art de braconner, de trouver des découvertes joyeuses dans les failles du système, de créer des liens qui sont peut-être éphémères, mais qui ont du sens. Ce n'est pas la grande révolution, c'est une pratique de la vie quotidienne. Au final, que l'on parle d'un activiste des années 90 avec son caméscope, d'un citoyen qui navigue sur un site administratif un peu opaque ou d'un chercheur qui fouille les registres de transparence d'Internet, le défi de fond reste le même. Il s'agit toujours de trouver comment agir, comment exister, comment s'exprimer dans des espaces qui ont été conçus et qui sont contrôlés par d'autres. Et ça laisse une question ouverte, une question que chacun peut se poser. Dans les grands systèmes qu'on traverse tous les jours, au travail, en ligne, dans nos démarches, c'est quoi nos propres tactiques? Comment, à notre petite échelle, arrive-t-on à faire usage d'efforts? En Belgique, la pauvreté, ce n'est pas juste une statistique, c'est un vrai enjeu de société. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de cette réalité, en s'appuyant sur les chiffres officiels et les plans d'action pour mieux comprendre comment on lutte contre la précarité. Alors, pour commencer, un chiffre qui frappe, vraiment. En Belgique, c'est près d'une personne sur 5, une sur 5, qui est exposée au risque de pauvreté ou d'exclusion sociale. C'est une statistique énorme qui pose tout de suite le cadre de notre analyse. Mais au fond, ça veut dire quoi, concrètement, ce risque de pauvreté? On va aller voir un peu plus loin que le simple pourcentage pour comprendre ce qui se cache derrière cette définition officielle. Bon, voilà, la définition technique, le seuil de pauvreté, il est fixé à 60% du revenu médian. Alors, c'est ce qu'on appelle un indicateur relatif. Ça veut dire que ce n'est pas un montant fixe, mais que ça mesure en fait l'écart entre les plus bas revenus et le niveau de vie général du pays. Bref, ça mesure les inégalités. Et pour que ce soit plus parlant, eh bien ce chiffre, c'était le seuil de pauvreté pour une personne seule selon les données de 2018. Donc, gagner moins que cette somme chaque mois, c'est être considéré officiellement en risque de pauvreté. Face à cette réalité, la Belgique a pris un engagement formel. L'objectif est clair, il est ambitieux, faire sortir près de 280 000 personnes de la pauvreté d'ici la fin de la décennie. C'est une promesse forte qui s'inscrit aussi dans une démarche européenne plus large. Bien sûr, un engagement pareil, ça doit se traduire en actions concrètes. Alors voyons un peu comment le gouvernement fédéral organise sa réponse à travers son plan d'action. Cette phrase de la ministre en charge du dossier, elle donne vraiment le ton. Elle est tirée de l'introduction du plan et elle dit bien ce qu'elle veut dire. Pas question de baisser les bras. Le message, c'est que la pauvreté, ce n'est pas une fatalité. C'est un problème auquel on peut et on doit s'attaquer. Ce plan, il ne mise pas tout sur un seul cheval. Il s'articule autour de plusieurs grands axes qui se complètent. Il y a l'emploi, bien sûr, pour l'autonomie financière, mais aussi la formation et l'éducation pour essayer de briser les cycles de la précarité. Et puis, une dimension européenne pour une solidarité plus large. Ça montre bien que c'est un problème avec de multiples facettes. Bon, avoir un plan, c'est une première étape, c'est essentiel. Mais le mettre en œuvre, c'est une autre paire de manches. Alors maintenant, passons un peu des intentions politiques à ce qui se passe vraiment sur le terrain. Parce que le nerf de la guerre, c'est ça, l'accès réel aux droits. De nombreux rapports officiels le soulignent. Il y a souvent un fossé, un vrai fossé, entre ce qui est écrit dans la loi et la réalité vécue par les gens en difficulté. Et en première ligne, on trouve les services publics. Ils sont le maillon essentiel pour que les droits sociaux ne restent pas juste sur le papier. Le problème, c'est qu'ils subissent une double pression. D'un côté, les coupes budgétaires, de l'autre, une numérisation qui va très vite. Il suffit de penser à une simple demande d'aide. Aujourd'hui, ça demande un accès à Internet, une adresse e-mail. Pour certains, c'est déjà un obstacle quasi insurmontable. Et toute l'attention, elle est là. D'un côté, il y a des droits fondamentaux, garantis par la loi, l'aide sociale, le logement, la santé. Et de l'autre, eh bien, c'est un véritable parcours du combattant. Une paperasse sans fin, une méfiance parfois, et cette fameuse fracture numérique qui isole encore un peu plus les plus fragiles. Cette phrase, elle vient d'un rapport de terrain.
Et elle est extrêmement forte. Elle montre comment le système, parfois sans le vouloir, peut finir par faire peser la charge sur les associations, ou pire, sur les personnes elles-mêmes, celles qui justement auraient le plus besoin d'aide. Alors, face à tous ces défis, la réponse ne peut pas venir uniquement du gouvernement. Non, c'est un combat collectif. Ça mobilise tout un tas d'acteurs sur le terrain. Au cœur de tout ce dispositif, on trouve le service de lutte contre la pauvreté. Il a été créé il y a plus de 25 ans et sa mission, c'est de coordonner tous les efforts, d'analyser la situation et de faire des recommandations aux différentes autorités du pays. C'est un peu le chef d'orchestre. Et comme on le voit ici, cet écosystème, il est vraiment très riche. Ça va des autorités publiques qui fixent le cadre, jusqu'aux CPA et aux innombrables associations qui sont sur le terrain au plus près des gens. C'est vraiment cette collaboration entre le politique, le social et le citoyen qui fait la force du réseau. Pour terminer, jetons un œil vers l'avenir et mettons en perspective les défis qu'il reste à relever. Ce graphique y permet de situer un peu. Avec un taux de risque de pauvreté qui est au-dessus de la moyenne de l'Union européenne, on voit que le défi pour la Belgique est de taille. Ça nous rappelle à quel point il est urgent et important de continuer les efforts. Parce qu'au-delà des pourcentages, il y a une réalité humaine et une réalité qui se transmet. Lutter contre la précarité des adultes aujourd'hui, c'est surtout investir dans l'avenir des enfants. C'est espérer briser ce cercle vicieux de la pauvreté pour les générations qui viennent. Et on va terminer sur cette question qui reste ouverte. L'ambition, elle est là. On refuse de voir la pauvreté comme une fatalité. C'est dit, c'est écrit. Mais le vrai défi, au-delà des plans, au-delà des structures, c'est de s'assurer que chaque décision, que chaque procédure, garde l'humain comme principale boussole. C'est peut-être ça, en fin de compte, la véritable clé du succès. You take the red pill, you stay in Wonderland, and I show you how deep the rabbit hole goes.